À compte complet cette semaine, Soto se fait déjà des amis à New York et autre observation dans l'Est de l'Américaine. L'importance de l'ajout de Jordan Montgomery avec les Diamondbacks, ce qui se passe aussi dans la centrale de la nationale, notre question de la semaine et le segment sur les cartes de baseball. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à ce nouvel épisode de Compte complet. Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. Finalement, toutes les équipes ont joué au moins une série, à l'exception des Padres et des Dodgers qui en ont joué deux. Marc, on ne parlera pas de tendance au cours de cet épisode de Compte complet. On va se garder une petite gêne. Il y a quand même des observations intéressantes. Puis je vais commencer par Juan Soto et les Yankees de New York qui ont balayé les Astros à Houston. Pas 3, mais 4 matchs. Puis on parlait du mariage de Juan Soto qui était un naturel à New York. Ça n'a pas pris temps avant que son impact se fasse sentir. Écoute, une chance qu'il était là. Non seulement, Alain, c'est qu'il frappe, mais il frappe dans les moments opportuns. On l'a vu, 4 matchs, en fait 3 très serrés là, parmi ces matchs contre les Astros. Et son importance... Écoute, c'est sûr que mon Cabrera a connu aussi une bonne série, là, mais je regarde Rizzo, Stanton et Judge, on a frappé 200 dans cette série-là. Là. Alors, si Juan Soto n'est pas là, il n'y a pas 4 victoires. Alors déjà, il fait sentir sa présence. Puis Alain, la qualité de ses présences au bâton, lorsque ce gars-là est dans sa zone, quand je dis dans sa zone, c'est qu'il a confiance en lui, qu'il voit bien la balle. C'est clair que c'est un des meilleurs. C'est un des meilleurs frappeurs sur la planète. Discipline. S'était lancé sur des tirs qui n'étaient pas évidents. Des coups sûrs au champ opposé. Cherchait pas toujours à frapper la longue balle ou voulait tirer la balle. Donc, vraiment très impressionné par Juan Soto. Rappelle-toi lorsque les Yankees sont allés chercher. On savait que c'était un mariage parfait en termes baseball, mais aussi en termes d'attitude. Et je vois vraiment... Bon, évidemment, l'échantillon est très court, mais ça donne quand même, en tout cas, tout un espoir aux Yankees de New York. Sans Garrett Cole, on s'en va, puis on balaie une série de 4 matchs comme ça à Houston. C'est de quoi donner confiance là, à une équipe. Oui. Écoute, on va s'arrêter sur les autres équipes dans l'Est. D'abord, les Blue Jays de Toronto. Marc, la relève n'a pas été exposée parce que ça a été des résultats à sens unique. Là, 2 victoires de chaque côté, les Rays et les Blue Jays de Toronto. Les Rays, je pense que ce qu'on a vu, c'est à peu près ce qu'on va voir cette année. Je pense pas qu'ils soient très, très dominants. Je ne sais pas si on va dépenser 500, beaucoup plus que en tout cas, en ce qui me concerne. Les Blue Jays, on parle de l'influence de Soto, mais il y a un gars qui a connu une bonne première série. Et je te dis pas qu'on l'avait vu venir. Tu as parlé beaucoup de l'influence qu'un joueur peut avoir, un joueur comme Justin Turner. Puis son approche très professionnelle pourrait déteindre sur d'autres. Bon, absolument. Puis honnêtement, on le voit déjà. Je sais que Don Mattingly a changé de rôle, Alain. Il n'est plus le bras droit de Schneider. Il est plutôt vraiment celui qui s'occupe des frappeurs. Donc, il peut vraiment se concentrer sur ce travail-là. Et c'est apparu pour des gars comme Vlad Guerrero, par exemple. Beaucoup plus discipliné dans le cas de Vlad Guerrero. Ceci étant dit, juste pour revenir à Justin Turner... Écoute, c'est impressionnant. Là. Il a frappé la balle d'aplomb à chacune de ses présences dans le dernier match, sauf peut-être là, une balle hors ligne du côté du premier but. Mais tu vois que ce gars-là est dans sa zone. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il a joué 2 matchs au 3e. Et pas ça m'inquiète, c'est que on le sait qu'il a 39 ans. Il va falloir trouver le moyen de le faire frapper de façon régulière, mais il faut faire attention parce que s'il joue trop souvent sur le terrain, il peut se fatiguer un petit peu plus vite que prévu. Alors, il va falloir doser ça. Mais je suis convaincu, Alain, moi, que son attitude, son approche, sa façon de faire va déteindre sur les joueurs, éventuellement, des Blue Jays de Toronto. Déjà, on a vu, il y a eu des coups sûrs importants avec des courants en position de marquer.
Le baseball de situation n'est pas parfait. Ça a été difficile l'année dernière, mais je pense qu'on s'en va dans la bonne direction à ce niveau-là du côté des Jays. Il faut que le coureur au troisième, moins 2 retraits, puisse venir marquer. Et c'est là, encore une fois, qu'un Turner peut vraiment changer la donne dans son approche, dans son attitude. Alors, ça, c'est important. Combiner, évidemment, cette discipline de Vlad que j'ai bien aimée. Et un gars que je veux souligner rapidement, c'est Ernie Clement. Ernie Clement, Alain, je sais qu'on a échangé Espinal, puis c'est un joueur qui était populaire. Mais je vais te dire une chose, l'échantillon est très court, mais moi, j'aime beaucoup ce que je vois d'Ernie Clement. Au troisième, à l'arrêt-court en défense, son coup de bâton. Je trouve qu'il amène une belle énergie aussi à cette équipe-là. Donc, pas négliger l'apport que ce gars-là peut apporter aux Jays cette année. Oui, ben écoute, il a frappé la balle d'aplomb en chacune de ses présences pratiquement. Je te dis pas que c'est des coups sûrs à chaque fois, mais même ses retraits, c'était des balles frappées solidement dans le cas de Clement, qui n'a pas volé son poste, comme on le mentionnait. Bonne fin de saison l'année passée, il a continué pendant le camp d'entraînement et ça semble se poursuivre en saison régulière. Marc, bon, comme je le mentionnais, chez les Blue Jays, la relève n'a pas été exposée. Il y a eu un incident au cours duquel Cabrera a reçu de suspension. C'était 3 matchs. Il est allé en appel. Je serais très surpris que ce soit réduit parce que je ne vois pas quelles pourraient être les circonstances atténuantes. Il n'a pas vraiment réfléchi avant de réagir. Non, ça, c'est vraiment... C'est être un peu... c'est pas être un joueur d'équipe d'agir de la sorte, là, parce qu'on connaît les défis en relève en raison de l'absence, évidemment, de Swanson et de Romano. C'est pas un geste qui peut être très populaire auprès d'une équipe. Alors, je suis convaincu qu'une couple de vétérans qui lui ont parlé, c'est trop tôt en début de saison pour que les émotions viennent déjà nous chercher à ce niveau-là, en tout cas selon moi. Là. Surtout dans les circonstances du jeu en tant que tel. Bon, peut-être que ça n'allait pas aussi bien qu'il voulait au Monticule, je comprends, là. Mais je sais pas si il y avait un passé entre lui et les Rays ou à ce niveau-là, mais toujours est-il que je suis d'accord avec toi, Alain. On ne réduira pas cette suspension-là éventuelle de 3 rencontres. Manque de maturité, selon moi, dans ce cas-ci. Oui, mais surtout, Marc, dans un contexte où tu as besoin de tes meilleurs bras présentement, tes 2 meilleurs releveurs sont sur la touche. Schneider n'est pas content. Là. C'est pour ça que je pense qu'on va repousser le plus possible le moment où il va purger sa suspension. Question qu'il y ait une chance que Swanson et Romano reviennent. Bon, encore une fois, un geste très, très hypocrite de sa part. Alors, je suis convaincu, comme je l'ai mentionné, qu'il y a des vétérans qui vont lui glisser un mot là-dessus. C'est pas quelque chose que tu dois faire, que tu peux faire, puis surtout pas, comme tu l'as dit, dans les circonstances, et surtout pas en début de saison. T'sais, nonobstant l'absence de Swanson et de Romano, ça reste une décision qui est très égocentrique, qui fait mal à l'équipe. Est-ce que ce que tu as vu des Red Sox de Boston en fin de semaine te fait changer un petit peu ta perception de la saison à venir? C'est seulement 3 matchs. On a affronté une équipe pas très forte en attaque. Là, ça, je pense que c'est assez clair que, en tout cas, moi, ce que je retiens de Seattle, c'est qu'ils vont peut-être frapper encore moins que ce que je pensais, même si on a un excellent personnel de lanceurs. Mais si on parle strictement des Red Sox de Boston, Marc, est-ce que c'est de nature à changer un peu ta perception? Ouais, ma perception, c'est que les Red Sox allaient peut-être finir dernier de la division, mais pas dernier avec 70 victoires. Là. Moi, c'est certainement une équipe qui va jouer 500. Toutes les équipes de la division Est vont jouer 500. Et bon, tu as parlé des Rays. Toi, tu vois les Rays autour d'eux. Moi, ce sont les Red Sox et probablement les Rays autour d'eux. Mais jouer 500 dans le baseball majeur, c'est pas vilain, là. C'est pas vilain du tout. Il y a des joueurs que j'aime beaucoup dans cette équipe des Red Sox. Des lanceurs qui ont mieux fait qu'anticiper. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Quand tu pars de cette façon-là, ça, c'est intéressant pour la confiance. Mais pour l'instant, l'échantillon est trop court. Alain, moi, je ne changerai pas d'idée. Je pense qu'encore qu'il y a des meilleures équipes dans l'Est. Mais ça va être une division très serrée. Surtout entre 3 ou 4 équipes. Je pense que les Orioles vont se distancer éventuellement. Mais évidemment, si Juan Soto continue à frapper de même toute la saison, ben là, on va voir les Yankees plus près des Orioles que des Red Sox, évidemment. Là. Et tu sais, dans la série Yankees-Houston n'a pas marqué un seul point contre la relève des Yankees de New York. Une relève qu'on a charcutée l'année passée avec King, qu'on a muté comme partant, avec raison, sauf que c'était un gros morceau de la relève. Et il y a un autre gros morceau qui est parti, Wandy Peralta, là.
On a fait quelques acquisitions de gauchers pour le remplacer. Il n'y a pas de garantie de ce côté-là. Et année après année, les Yankees réussissent à avoir de bonnes performances de l'ensemble de leurs releveurs. On parle beaucoup des Rays. Les Yankees investissent beaucoup dans le département statistique. Puis je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être lever notre chapeau et rendre hommage à toute cette équipe-là en tout cas, qui font des miracles avec, là aussi, comme avec les Dodgers et comme avec les Rays, avec des lanceurs qui, avec d'autres, ça fonctionnait peut-être moins. Là. Exact. Et surtout, on a parlé de la perte de Garrett Cole, mais surtout avec une perte comme ça où il y a peut-être un peu plus de demande en termes de manches lancées pour la relève. Donc, c'est d'autant plus important d'avoir cette qualité de releveur-là. Chose qu'on n'a pas vue chez les Astros rapidement. On est allé chercher Josh Hader et c'est Abreu, là, finalement, qui a connu sa part d'ennui au cours de cette série-là en relève. Mais de long crédit aux frappeurs des Yankees qui, lorsque c'était le temps en 7e, 8e et 9e, on a trouvé des manières de marquer de façon différente, mais quand même, on a marqué des points dans des moments opportuns. Signe d'une bonne équipe, signe d'une équipe qui était prête à amorcer la saison, là. Absolument. C'est le temps de la question de la semaine, présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voitures et de camions classiques et antiques. On vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Et en fait, ce qu'on vous demande, c'est ce dont on vient de parler, vos réactions après le premier week-end des équipes dans l'Est de la Ligue américaine. Est-ce que votre perception a changé à la suite des séries, que ce soit le balayage des Yankees, la tenue des Blue Jays, c'est quand même pas rien, de 2 victoires sur 4 à l'étranger contre une bonne équipe. Les Red Sox qui sont bien débrouillés. Les Orioles, je pense qu'on a vu ce à quoi on s'attendait. Même certains vont peut-être être déçus que ça n'ait pas été un balayage à la suite des 2 volées qu'on a assénées aux Angels. Bref, on veut vos réactions devant ce premier week-end dans l'Est de l'Américaine. J'aimerais prendre quelques instants pour remercier notre commanditaire principal, le plan de match à Boucherville, cage de frappeurs et boutique. C'est l'endroit idéal pour aller s'équiper pour la saison de baseball. Et je vous rappelle aussi notre site Internet pour savoir où nous trouver, comment nous écouter, comment nous regarder, www.comptecomplet.com. Maintenant, on va parler de la Ligue nationale et les Diamondbacks de l'Arizona. Marc, Jordan Montgomery s'est réglé. Il s'en va avec Arizona. Là, il n'est pas encore avec l'équipe. On a bien joué contre Colorado en fin de semaine. C'était pas un rival très relevé, il faut quand même bien le mentionner. Mais Montgomery, Eduardo Rodriguez vont se joindre à la rotation qui ont leurs 2 leaders avec Zach Gallen et Merrill Kelly. Là, je regarde aller ça, c'est pas une mauvaise rotation du tout. Brandon Pfaadt qui sera probablement le 5e partant. Tu regardes les ennuis des Dodgers au Monticule en début de saison. Écoute, est-ce que ça va être plus serré qu'on le pense pour le sommet? Ben écoute, là, faut que bon, évidemment, Blake Snell, rappelez-vous, signé sur le tard aussi, mais se joint aux Giants. Dylan Cease que les Padres sont allés chercher. Fait que, je vais te dire une chose, je me demande à quel point l'ajout de ces lanceurs-là a influencé les Diamondbacks. Bon, là, vous allez dire que Rodriguez était blessé, c'est peut-être ça qui a incité, mais ça reste que là, on se retrouve avec des lanceurs de grande qualité dans cette division-là. Et moi, tu sais, la perception qu'on avait des Dodgers il y a peut-être un mois, la perception qu'on a des Dodgers maintenant que la saison est commencée, c'est que ils ne seront pas seuls en tête. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas seuls en tête. Ils ne seront pas seuls à se distancer des autres équipes. Moi, je pense que ça va être pas mal plus serré, certainement dans la première tranche du calendrier, de voir évidemment les Diamondbacks avec Montgomery éventuellement et compagnie. De voir la façon dont les Giants jouent en ce début de saison. J'ai pas eu du tout d'ailleurs aussi comment les Padres se comportent. Donc, soudainement, on se retrouve avec une division à 4 équipes qui peuvent lutter pour la première place, oui, avec les Dodgers. Et plus ça va rester serré dans la première tranche et même jusqu'à la première moitié de saison, bien, plus on peut créer des doutes peut-être chez les Dodgers à ce moment-là et voir une équipe se faufiler. Mais Alain, tu as mentionné la rotation des Diamondbacks. Je vais te dire une chose, les 2 autres rotations,
J'ai bien aimé ce que j'ai vu de Michael King aussi avec les Padres. On a parlé de Dylan Cease. Les Giants, je veux dire, c'est la bonne balle qu'on va jouer dans l'Ouest, là, et ça va devenir très, très, très intéressant. Je vous dis pas que les Giants vont rester à un match des Dodgers, mais je pense que ça va être quand même assez serré pour garder un intérêt certain et mettre de la pression sur les Dodgers pas mal tout au long de la saison, là. Écoute, tu te rappelles, Marc, mon choix comme recrue de l'année, c'était Lee avec les Giants. Il a créé une très, très bonne première impression le premier week-end, là. Puis, Matt Chapman aussi, mais rappelez-vous que l'année passée, avec les Blue Jays, avait connu un mois d'avril du tonnerre avant d'être très ordinaire le reste de la saison. C'est une équipe qui n'est pas pareille chez les Giants de San Francisco. Il y a une énergie nouvelle. Oui, on a tourné la page, on l'a mentionné à quelques reprises, c'est de façon définitive avec Brandon Crawford là, qui est parti, Brandon Belt l'année d'avant. Bref, moi, cette équipe-là, ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans, Marc, on disait que c'était la plus vieille équipe dans le baseball majeur. Là, on est en train d'insuffler une nouvelle énergie dans cette formation-là, avec un nouveau gérant qui est à l'aise. Bref, là, on se retrouve, tu sais, tu arrives dans un restaurant, nouvelle administration, j'ai l'impression que c'est ça avec les Giants. Oui, puis ça paraît déjà sur le terrain. Ouais. Bon, encore une fois, là, je sais qu'il y a juste 3 ou 4 matchs de jouer, là, mais ça reste que un début de saison nous indique un peu quand même une espèce d'énergie qui est à travers une équipe. Puis je l'ai senti dans les 4 principales équipes de cette division, parce que les Rockies, ça va être très difficile cette année. On l'avait déjà mentionné. C'est pour ça que j'aime, parce que plus tu as d'équipes dans la course, plus évidemment il va falloir que chacun des matchs, tu gères et tu joues comme des matchs donc d'une grande importance, même si on est au mois d'avril. Donc, c'est tellement bon pour le baseball de voir autant d'équipes dans la même division lutter, non seulement lutter, mais d'aller chercher donc des joueurs comme Montgomery, comme Blake Snell, comme la transaction de Dylan Cease. Que moi, je trouve que l'Ouest est vraiment en train de s'organiser pour être une des belles divisions du baseball cette année. Puis écoute, chez les Dodgers, Shohei Ohtani n'est pas parti encore. Je ne sais pas si c'est les problèmes ou les rumeurs hors terrain lui nuisent, mais d'autres ont pris le relais. Là. Je veux dire, Teoscar Hernandez a un excellent début de saison. Gros circuit de Max Muncy hier, en fait dans le match de dimanche soir. Alors, c'est quand même une équipe... en tout cas, moi, je pense que bravo à cette division-là. Bravo aux équipes parce que, ça a été coup-ci, coup-ça. Là, trop facile pour les Dodgers au cours des dernières années. Là, c'est le fun de voir autant d'équipes lutter. Là. Marc, pendant qu'on est dans la nationale, je veux t'entendre sur les Mets de New York. Les Mets qu'on verra 2 fois cette semaine contre les Tigers. Les Mets 0-3, les Tigers 3-0. Je regardais la formation offensive, puis écoute, on ne peut pas parler d'une équipe très, très jeune. Et c'est la même chose au Monticule. On se donnait, effectivement, quelques années, puis même on se disait 2025-2026, où on va être compétitif. Je ne suis pas certain. Là. Il y a 2 gars sur lesquels tu vas peut-être construire, qui sont jeunes. Il y a Brad Beatty puis Alvarez. Bon, Pete Alonso, il n'a pas 22 ans. Va devenir joueur autonome, c'est sûr. Il a changé d'agent. C'est vraiment pour obtenir le maximum de ce qu'une équipe va lui donner. Ça va être long là, pour les Mets de New York là, dans le Queens. Ça ne sera pas une saison facile. J'ai l'impression, je pense que la première série nous a donné un peu cette impression-là. J'ai pas aimé non plus toute la saga Rhys Hoskins là, autour duquel... on n'a pas aimé là, que la glissade d'Hoskins au 2e. Est-ce que c'était le signe d'une certaine frustration de la part des Mets où on ne joue pas bien? Moi, je pense qu'il y a un lien à faire avec ça aussi. Mais écoute, on va laisser le temps. Il n'y a pas beaucoup de matchs joués, mais c'est sûr que si tu regardes ce qu'il y a sur papier et tu regardes ce que tu as vu sur le camp d'entraînement et les 3 premiers matchs, on ne sera pas proche des Phillies ou des Braves. Là. Ça, je pense qu'on va plus lutter avec les Nationals et les Marlins pour sauver notre peau à ce niveau-là du côté des Mets de New York. Oui, ce ne sera pas facile cette année. Ça, c'est un fait. Écoute, pour tes soupirs, puis pour les partisans des Mets, le seul conseil qu'on peut donner, c'est armez-vous de patience. Ce ne sera peut-être pas cette année.
Ouais, mais il me semble qu'ils ont déjà été pas mal patients. Oui, mais regarde. La dernière présence en série mondiale, 2015, on s'est rendu en série l'année suivante. Il y a eu une bonne saison il y a 2 ans sous Buck Showalter. Mais c'est des petits soubresauts là, qui ne contenteront pas certainement les partisans des Mets. On vous parle maintenant de la carte de baseball de la semaine, une présentation de carte-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 14 000 articles en vente sur eBay. Dave Stieb, ancien lanceur vedette des Blue Jays de Toronto, peut-être été le premier joueur vedette de cette équipe-là. On parle de la carte 1985 de Fleet, carte numéro 117. En fait, c'est Fleer qui fut fondé en 1885. J'ai bien 1885 qui a produit des ensembles de cartes de baseball. Bon, on peut parler de 1920 jusqu'à Topps deviennent exclusifs. Et là, ben, il y a des cartes, bon, évidemment, celle qu'on retient de Dave Stieb, c'est de 1985. C'est l'année où les Blue Jays ont récolté le plus grand nombre de victoires. Je ne sais pas si tu es surpris, Marc, parce qu'on a quand même remporté la Série mondiale 2 fois, 92-93. On a eu de bonnes saisons aussi, 2015-2016. Mais l'année où on a remporté le plus de matchs, c'était en 1985. Puis bien franchement, on avait une meilleure équipe que les Royals de Kansas City, qui avaient battu les Blue Jays de Toronto pour éventuellement remporter la Série mondiale. Juste noter que sur cette carte, il y a 2 erreurs au verso. On mentionne que Stieb a mené la Ligue américaine avec 19 parties complètes en 81. C'était 11. Et là, le nombre de jeux blancs, 11. Écoute, 11 jeux blancs, les équipes n'ont pas ça par année. Là. Donc, enfin, je ne sais pas que tu te rappelles de Dave Stieb, qui était un excellent lanceur, joueur de position à l'origine, qui avait un sale caractère, ça c'était unanime, mais qui était très intense. Et, écoute, qui a été un des meilleurs lanceurs droitiers de la Ligue américaine pendant les années 80. Écoute, moi, le Dave Stieb, je me souviens très bien, toute une belle courbe, Dave Stieb. Il était au match des étoiles à Montréal en 82, soit dit en passant. Mais moi, je le compare un peu à Steve Rogers, et je m'explique. C'est que Rogers a été, pendant une certaine période avec les Expos, dominant. Mais je suis pas sûr qu'il a reçu tout le mérite qui lui revenait. Est-ce que c'est parce qu'il jouait pour les Expos? J'ai tendance à dire la même chose de Dave Stieb. Si Dave Stieb lance comme il a lancé, mais qu'il est pour les Red Sox de Boston ou une autre équipe populaire américaine, je pense que Stieb aurait eu plus de valeur. Avait plus de valeur, plus de reconnaissance. Vis-à-vis la planète baseball. Il était vraiment un lanceur très, 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 très efficace. Écoute, moi, je me rappelle... Non, je ne suis pas surpris que tu me dises ça, Alain, parce que c'était les années où les Blue Jays avaient effectivement une très, très bonne équipe. Mais Dave Stieb, comme lanceur partant numéro 1, était certes un des beaux... un des joueurs des Blue Jays, selon moi, qui a marqué cette période-là de l'existence des Blue Jays. Oui, Jim Clancy aussi, qui était là pendant plusieurs années au début. Et ce qui est impressionnant dans le cas de Dave Stieb, en ce qui me concerne, c'est jusqu'à quel point sa transition comme joueur de position à lanceur a été rapide. Non seulement a été rapide, mais en plus avec beaucoup de succès très tôt dans sa carrière au niveau majeur. Écoute, oui, tu peux avoir lancé au niveau secondaire, mais c'était un joueur de position au niveau professionnel. Marc, chapeau. Ça démontre jusqu'à quel point il était un athlète exceptionnel. Une des courses les plus serrées anticipées, c'est dans la centrale de la nationale, mais il y a des choses qui ont changé, Marc. Moi, je pense que la blessure de Justin Steele avec les Cubs de Chicago, on connaît l'importance de cette tâche qu'on veut comme partant numéro 1. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de points d'interrogation envers les Yankees et Garrett Cole. Et là, c'est le même phénomène avec les Cubs et Steele. C'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle. On dit qu'il sera absent tout le mois d'avril. T'as une jambe qu'il est blessé, donc on espère qu'il n'y aura pas trop d'effets éventuels, mais c'est un gros morceau. C'est ton lanceur numéro 1, partant numéro 1. D'autres devront prendre les bouchées doubles, mais c'est un mois. C'est pas une absence prolongée de 2-3 mois, donc on pourrait quand même trouver des solutions durant ce mois d'avril-là pour pas faire sentir sa perte trop lourde.
Mais c'est une division, on vient de parler de la division ouest de la nationale, mais la centrale aussi, ça va être très serré, puis probablement même encore plus serré parce que peut-être les 5 équipes qui vont être impliquées, Alain, il n'y aura peut-être pas une tonne de différence ou une tonne de victoire entre les 5 équipes, là. Oui, moi, j'aime pas des Cards. Des Cards, c'est pas parce qu'ils ont perdu 3 matchs contre les Dodgers. Dans mes prédictions, je les ai mis derniers, comme l'année passée d'ailleurs. On est en transition sérieuse là, chez les Cards de Saint-Louis. Est-ce que ça va se faire en douceur? On n'a pas l'habitude d'avoir des creux de vague chez les Cards de Saint-Louis, Marc. Et là, on peut remonter pratiquement 20 ans en arrière. Les transitions se sont faites de façon, je te dirais, sans heure. Là, ça risque d'être un peu plus difficile. Oui, bien écoute, je pense pas qu'on va avoir une autre saison de 71 victoires, ce qui fut le cas en 2023. Là. Je pense qu'on va s'approcher quand même un peu plus des 80. Il y a quand même encore des joueurs de qualité. Là. Je regarde, il y a quand même des jeunes joueurs qui arrivent. Nootbaar va revenir éventuellement. On devrait marquer des points. Tu as raison de mentionner que moi aussi, au Monticule, c'est plus difficile. Sonny Gray va revenir éventuellement, va donner un petit coup de main. Donc, je pense quand même qu'on va réussir à jouer près de 500. Si on joue près de 500, je pense que la première place n'aura pas 95 victoires. Première place de peut-être 91, 10, 11 victoires. Alors, si tu joues pour 500, il y a 7-8 victoires de différence entre la première et la dernière place. C'est pour ça que je trouve ça le fun. Bien aimé ce que j'ai vu des Pirates aussi en ce premier week-end de la saison. Puis évidemment, les Brewers qui s'en vont balayer les Mets à New York. Alors, je pense que ça va être une saison comme ça, Alain. Il n'y a pas d'équipe qui va vraiment se démarquer au point où ils vont s'éloigner de toutes les autres équipes. Moi, j'ai favorisé les Reds, une équipe que j'aime beaucoup. Les Cubs vont être dans le coup, mais je ne pense pas qu'on va s'éloigner des autres équipes. Ce qui va rendre donc cette saison-là encore plus le fun pour les partisans de la division centrale. Pour les Cards, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et là, on a vu, surtout si Victor Scott demeure avec l'équipe. Je ne sais pas quels sont les plans des Cards à son égard. Mason Wynn, on peut dire la même chose parce qu'il y a quelques blessés et ils vont revenir. Tu parlais de Nootbaar, dont la principale qualité, c'est de se rendre sur les buts, ce qui est une qualité très recherchée dans le baseball moderne. Tommy Edman, c'en est un autre qui est sur la liste des joueurs blessés. À ce moment-là, est-ce que, il y a des joueurs, par exemple, Mason Wynn à l'arrêt-court, plus vulnérable, Victor Scott aussi, ou si, plutôt, on va servir des joueurs qu'on a trop comme monnaie d'échange, un peu à l'image de ce à quoi on s'attend avec les Orioles de Baltimore. Moi, le joueur qui m'inquiète, c'est Dylan Carlson. Les attentes étaient très élevées. Très élevées, les attentes. Le rendement était coup-ci, coup-ça. Là, il est sur la liste des joueurs blessés. Ça va dépendre comment les voltigeurs vont se comporter durant son absence, là, durant ce début de saison-là. Mais on sent déjà que le vent a tourné un peu, puis que les deux gazelles qu'on voit dans le bas du rôle offensif, je pense qu'on va apprécier ça davantage. Puis tu ajoutes un autre bar qui va se rendre sur les buts lorsqu'il sera de retour. Peut-être l'identité qui va changer là, chez les Cards. Et là, tu vas avoir effectivement des joueurs de trop à ce niveau-là. Les Cards, cependant, rappelle-toi, Alain, ils ont eu un examen de conscience il y a 2 ou 3 ans. Beaucoup de bons joueurs, des équipes maintenant se retrouvent avec d'anciens Cards qui ont été très bons. Puis tu regardes le retour qu'ils ont eu pour ces joueurs-là. n'a pas été super. Alors, peut-être qu'on va être un petit peu plus prudent dans ce cas-ci. Mais je pense que la franchise des Cards ne peut pas se permettre, selon moi, là, d'avoir 2 saisons de 70 victoires. Il va falloir réagir à ça. C'est un marché trop important. Les partisans n'accepteront pas ça. Alors, on pourrait effectivement bouger plus tôt que tard. On n'attendra pas à la mi-saison si jamais on en arrache puis on prend beaucoup de retard sur les autres équipes. C'est une organisation qui va bouger plus rapidement, j'ai bien l'impression, parce que c'est pas un marché qui va accepter 2 saisons de suite de la sorte, surtout pas avec des joueurs comme Goldschmidt et Arenado dans la formation. Là. Écoute, tu parlais de Carlson, tu le mets sur le marché, est-ce que tu peux avoir quelque chose de valable en retour? C'est quand même un joueur qui est âgé que de 25 ans, ancien choix de première ronde, première saison complète en 2021, c'est quand même un MPP intéressant de près de 800.
Il me semble que pour un Dylan Carlson, tu pourrais avoir quelque chose d'intéressant qui peut t'aider tout de suite. Avoir un bras plus jeune, un partant peut-être même plus jeune. Ben absolument. Écoute, il a une certaine valeur. C'est clair à quel âge qu'il a et ce qu'il a déjà démontré. Ça a été plus difficile par la suite. Mais c'est le genre de joueur, je pense que les Cards sont capables de remplacer avec ce qu'ils ont présentement. C'est pour ça qu'il devient, il devient peut-être disponible à ce niveau-là. Là, il faudrait voir les équipes qui ont vraiment besoin de jeunes voltigeurs, frappeurs gauchers. Donc, mais oui, Alain, pour répondre à la question, oui, il y a des... lorsque tout le monde sera de retour en santé, il y aura des décisions à prendre chez les Cards, mais il faut les prendre pour aider maintenant. Et pas nécessairement penser trop là, dans l'avenir, compte tenu du marché dans lequel ils se retrouvent. Là. Oui, bon. Écoute, Marc, on va terminer des dernières observations. Mon choix comme joueur par excellence était Royce Lewis. Il a fait exactement ce à quoi je m'attendais en début de saison. Il a été très bon à l'attaque, puis il s'est blessé. Ça, c'est la deuxième partie. C'était pas obligatoire, mais ça fait partie de sa carrière, Marc. Je trouve ça fort dommage. Austin Martin a été rappelé. Est-ce que ça pourrait affecter ça, l'utilisation d'Édouard Julien? Non. Moi, je pense qu'Édouard Julien est parti pour la gloire. Écoute, c'est sûr que si Édouard se retrouve 0-24, à un moment donné, on va réagir, mais je pense pas que ça va déranger les plans. Là. Il est trop tôt. Il y a des gens qui me disaient « Ah, Abraham Taureau était 0-4 dans le deuxième match. Est-ce que son poste est déjà en jeu? » Parce que, bon, on a fait quelques changements. Mais je pense qu'il faut quand même donner un peu de temps à tout le monde de s'installer. Abraham Taureau qui a soutiré le but sur balle pour la victoire là, dans le match de dimanche des Aces d'Oakland. Fait que, tu sais, je sais que les équipes ne seront pas toujours patientes parce qu'on veut gagner. Puis c'est tellement serré. Tu sais, on a parlé là, de 2 divisions, mais on pourrait parler de d'autres divisions où ça va être extrêmement serré. Donc, tes victoires du mois d'avril sont aussi importantes que des victoires du mois de septembre. Puis, tu sais, Alain, la tendance, moi, je me souviens dans mon temps, puis on disait, écoutez, là, pas de problème, la saison est longue, puis on va se rattraper. On dirait que c'est moins vrai aujourd'hui. Pourtant, il y a plus d'équipes en série, donc on devrait se dire, c'est pas grave, on a une chance de rentrer des séries par la porte de côté, là. Mais honnêtement, j'aime ce que je vois de la parité. Bon, là, vous allez me dire, les A's sont pas là cette année, les Rockies non plus, mais la plupart des divisions, je trouve qu'il y a au moins une lutte là, qui va inclure plusieurs équipes. Je vous dirais que la division qui va être la moins compétitive à ce niveau-là, c'est l'Est de la nationale. Les Phillies vont être là avec les Braves, mais après ça, là, je ne vois pas comment les 3 autres équipes vont pouvoir être dans la course. Donc, c'est pour ça que ça reste une saison qui, pour moi, s'annonce très excitante à ce niveau-là. Dernière chose, Marc, je veux t'entendre sur la course de Rhys Hoskins et tout ce que ça a créé au cours de la fin de semaine entre les Mets de New York et les Brewers de Milwaukee. Une glissade qui n'a pas été appréciée par Jeff McNeil. Tu as été un coureur, tu te servais beaucoup de tes jambes. Tes réflexions là-dessus? Bon, écoute, moi, là, j'ai trouvé que la glissade était agressive, mais dans les règles. Et moi, c'est comme ça que je jouais au baseball aussi. Tu sais, je veux dire, il y avait une possibilité de briser possible double jeu ou jeu au deuxième. Moi, j'ai pas aimé la réaction du joueur de deuxième but des Mets. McNeil. Écoute, je trouve qu'avec les nouvelles règles, c'est comme si on est devenu mou un peu, là. On est devenu mou chez les joueurs de milieu d'avant-champ qui viennent couvrir ce genre de jeu parce qu'on pense qu'on est protégé de tout. Mais les règles, c'est que faut que tu amorces ta glissade puis qu'évidemment, tu restes près du coussin. Là. Il y a pas de... puis tu peux pas changer de direction. Alors, il n'a pas changé de direction. Sa glissade était légèrement sur le tard, mais... Moi, j'ai pas de problème avec ça. Autrement dit, Alain, j'ai pas de problème avec la glissade. J'ai bien plus un problème avec la réaction de McNeil à ce niveau-là. Tu sais, de frustration. Puis, je vous dirais encore pire lorsqu'on l'a lancé à Rhys Hoskins, alors que, bon, le gars venait de frapper un circuit, puis un simple, il y avait déjà 4 points produits. On a lancé là, pratiquement à sa tête. En tout cas, c'est une hauteur que j'aime moins là, lorsqu'on a effectué ça. Donc, c'est pour ça, tantôt, lorsqu'on a parlé des Mets, il y a un peu de frustration derrière ça. Puis, écoute, tu vas demander à n'importe quel gérant, les gérants vont dire, moi, je veux que mes joueurs glissent de cette façon-là. Là.
C'est dans les règles, mais il y a une intention, puis l'intention, c'est peut-être d'empêcher un petit peu le joueur de compléter son jeu. Donc, moi, dans ce cas-ci, avantage net au niveau des Brewers et de Rhys Hoskins en rapport avec la réaction des Mets de New York. Et au moment où on se parle, les Mets recherchent toujours une première victoire. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des Mets, on va les voir 2 fois cette semaine. Contre les Tigers de Détroit à domicile. Mardi, ce sera compté de 19h et présenté à RDS. RDS 2, mercredi, Tigers Mets à nouveau à RDS 2. Et au cours du week-end, notre 3e match qu'on vous présente le dimanche, notre traditionnel match dominical. On verra les 2 équipes du Texas, les Astros et les Rangers, qui sont affrontés lors de la série de championnat de la Ligue américaine l'année passée. Ce sera au domicile des Rangers. J'espère que cet épisode de Compte complet vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon baseball d'ici là. Balado Compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.